Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 71. Théodoric Ier sur tous les fronts. On sait peu de choses sur la décennie 510-520, si on suit la narration un peu bancale de Grégoire. Comme si un grand calme tombait sur le royaume des Francs après la frénésie des années précédentes et des annexions en rafale de Clovis. Ou comme si l'évêque de Tours avait paumé ses archives pour cette décennie, ce qui, bizarrement, n'est pas une explication si loufoque que ça. Mais on peut tout de même tirer quelques enseignements de la décennie la plus mal documentée du siècle, où le roi Théodoric Ier va devoir se faire un prénom pendant que ses petits morveux de demi-frères vivent au loin avec leur maman. Car le fourbe, comme nous allons surnommer Théodoric, qui a récupéré la plus grosse partie de l'héritage de Clovis, doit se demander si ce n'est pas un cadeau empoisonné qu'on lui a fait, vu que ça va lui prendre une bonne décennie à digérer. Comme nous allons essayer de les découvrir dans cet épisode. Grégoire, dans son ouvrage, ne nous rapporte qu'une poignée d'événements sur la décennie qui suit le partage de 511. Et une seule bataille en tout et pour tout. Alors, est-ce que c'est simplement parce qu'il ne se passe pas énormément de choses sous le règne de Théodoric Ier, comme pour celui de ses trois petits frères, les rois Clodomir le Chouchou, Childebert le Brouillon ou Clotacar le Futé? C'est possible. D'ailleurs, tout laisse penser que leur maman Crodéchilde reste à Paris pour élever les trois demi-frères, avec le soutien des grands dignitaires du royaume, de feu son mari. C'est probablement une forme de régence, pour employer un mot anachronique, que la veuve Burgonde de Clovis exerce pendant un temps sur les trois royaumes de ses enfants, alors que son beau-fils part pour l'Est gérer ses propres affaires. Une paix toute relative donc dans le regnum francorum, chacun restant tranquillement chez soi sans aller chercher des noises aux autres, s'occupant sûrement en priorité à garder le contrôle des territoires conquis par le père. Parce qu'après tout, si on fait un flashback rapide sur les règnes précédents, la prise de pouvoir n'est pas une chose simple chez les Mérovingiens. Les premières années du grand-père Childéric ont été pour le moins troublées, avec l'exil supposé de Sexy Boy en Thuringe pendant 8 ans, avant que les Francs ne l'acceptent comme roi. Si l'histoire a un fond de vérité, c'est sans doute de rappeler que de monter sur le trône est assez compliqué chez les Francs. Quant à Clovis, si vous vous rappelez, il est sagement resté dans son royaume un petit moment, si on en croit Grégoire, avant d'aller défier Syagrius au sud. Une période de 5 longues années qui, au vu de son palmarès futur de serial annexeur, peut s'interpréter comme le temps nécessaire pour établir fermement son pouvoir sur son royaume et ses leudes, avant de se lancer dans des guerres d'agression à répétition. Est-ce que les 4 frères et la maman survivante ont eux aussi eu besoin de temps pour s'imposer dans leur part de royaumes respectifs? C'est bien possible, d'autant que leur territoire avait maintenant une taille et une complexité bien différentes de celles du pays de leurs aïeuls. Dernier indice, les correspondances et les dépêches des grandes cours européennes, que ce soit Byzance ou Ravenne avec les Ostrogoths, sont muettes sur la situation en Gaule. Idem Rome et la papauté d'ailleurs, comme si la nouvelle famille royale du Regnum Francorum faisait profil bas tout à coup. Ou probablement que tout le reste de l'Empire avait d'autres chats à fouetter, en se disant qu'avec la mort de serial annexeur, on pouvait peut-être souffler un peu et oublier ces sauphages du Nord, avec leur royaume parti en mode puzzle. Mais c'est donc là, à la surprise générale, que Grégoire nous sort de sa mitre une attaque de Danois autour de 515 dans la région des Bouches-du-Rhin.
C'est quoi cette histoire? Des Vikings qui seraient tombés dans une faille spatio-temporelle et qui débarquent 2 siècles trop tôt? Le terme viking est tout à fait anachronique, ça c'est sûr. Mais apparemment, une bande de pillards scandinaves tente une incursion autour de ces années-là sur les marges du territoire des Francs. Ce qui, après tout, n'est pas non plus si incroyable que ça. Car les sociétés scandinaves et germaniques, avant leur christianisation respective, avaient pas mal de ressemblances culturelles en fait. Et le modèle économique des Vikings, qui prendra son essor bien plus tard dans l'histoire, n'est pas si différent de celui des barbares germaniques de l'Antiquité si on regarde bien. Pour caricaturer, on a affaire à 2 sociétés politiquement instables, culturellement en phase avec l'usage de la violence sur les territoires étrangers et complétant, s'il le faut, le produit d'une économie agricole défaillante avec du pillage. Une société où se démarquent des bandes de guerriers, s'enrichissant grâce à des expéditions militaires sur des territoires mal défendus d'où ils ramènent or et esclaves. Honnêtement, difficile de ne pas voir les parallèles entre les 2 mondes. Mais la tentative de ce roi des Danois, qui n'est probablement qu'un seigneur de guerre nommé Cloquilaïc, va échouer lamentablement. Car, après les premiers succès de leur raid, c'est le propre fils du fourbe, un certain Théodebert, dont on va reparler, qui prend la tête d'une troupe pour intercepter les Scandinaves. Alors, vu la date de naissance présumée du fourbe, son fils doit être au maximum un adolescent à ce stade. Mais la majorité des guerriers francs était fixée autour de 15 ans, donc c'est jouable, surtout s'il était accompagné de l'eudes expérimenté de son père pour mener la contre-offensive. Une attaque ultra efficace apparemment. Après des semaines de dévastation, les Francs de Théodebert captent les Scandinaves le long du littoral de la mer du Nord, autour de l'embouchure du Rhin. Et alors que les hommes de Cloquilaïc sont sur le point de s'embarquer avec leurs butins et leurs esclaves capturés durant leur épopée, Théodebert et ses hommes leur tombent dessus. Car les Francs ont cessé depuis longtemps d'être une force barbare désordonnée et inefficace. Après des décennies d'apprentissage au contact de Rome, on a affaire à une armée redoutable de l'Empire romain tardif, qui sait coordonner les attaques d'infanterie et de cavalerie pour un maximum d'impact, surtout sur une bande de pillards en terrain découvert. La troupe de Théodebert est, je cite, puissamment armée selon Grégoire, c'est-à-dire composée de vrais professionnels de la guerre, des hommes qui savent manier avec précision le scramasax ou l'angon, pour utiliser les mots du vocabulaire militaire franc. Surtout contre une troupe chargée à bloc qui peut difficilement manœuvrer avec un tel encombrement si elle hésite à abandonner en un clin d'œil le fruit de mois d'efforts et de rapines. Théodebert et ses Francs vont donc écraser l'armée des Scandinaves qu'ils taillent en pièces sur les bords du Rhin. Le roi Cloquilaïc perd la vie, comme la plupart de ses hommes, et le butin est repris par le prince mérovingien qui gagne là ses premiers galons et qui décourage les Scandinaves pour les 2 prochains siècles de tenter ce genre de stratégie en Europe de l'Ouest. Ouais, enfin, je suppose que tu blagues. C'est sûrement pas Théodebert qui a empêché les invasions vikings. Les conditions socio-économiques du côté de la Scandinavie, comme du côté de l'ex-empire romain, n'étaient pas encore au rendez-vous pour que ce modèle prenne de l'ampleur. Comme il le fera plus tard dans l'histoire. C'est tout. Même si les fondamentaux devaient être en train de se mettre en place tranquillement, chez les Scandinaves, d'où cette attaque, ce n'était pas encore l'heure pour l'attaque générale. En tout cas, belle victoire pour les Francs dans les années 10, menée par le titre Théodebert qui va se faire un prénom. Mais il est où, Théodoric le Fourbe, pendant ce temps? Les textes sont muets à ce sujet. Mais l'explication la plus logique à tout ça, c'est que Théodoric Ier a eu d'autres chantiers sur les bras, encore plus importants que l'éradication de la menace danoise pendant cette décennie. 2 problèmes assez différents qui vont peser sur son début de règne et qui résument bien à eux seuls les difficultés majeures des tout premiers rois mérovingiens. Première mission, mettre sous son contrôle effectif les États romains conquis, ce qui dans son cas veut dire l'Auvergne. Une terre riche, bien organisée et bien christianisée, avec des cités puissantes et des évêques forts issus de l'aristocratie locale. Une tâche qui a semblé facile jusque-là pour les terres du nord de la Loire, avec l'appui de Rémy par exemple, mais qui semble plus ardue au fur et à mesure que les Francs s'enfoncent vers le sud.
Parce qu'après une conquête difficile autour de 470, les grands aristocrates d'Auvergne ont su s'arranger avec les Wisigoths, acceptant de travailler avec les maîtres du royaume de Toulouse en échange d'une relative autonomie dans leur massif central. 30 ans après l'annexion, le contingent Arverne s'est d'ailleurs distingué à la bataille de Vouillers par sa bravoure, se faisant littéralement massacrer par les troupes de Clovis. Et la conquête définitive de la région prendra une année entière d'ailleurs, justement sous les ordres de notre Théodoric. En 511, l'élite régionale est donc probablement loin d'être emballée par les nouveaux maîtres du Nord qui, tout chrétianicien qu'ils soient, restent des barbares à leurs yeux, alors que leurs anciens maîtres les Wisigoths sont toujours dans les parages, vivant à leur frontière sud, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Languedoc-Roussillon. Et deuxième chantier pour Théodoric, à l'opposé celui-là, c'est la prise en main des terres de son royaume de l'Est. Un royaume composé des anciennes provinces romaines de Germanie, où Sigebert avait fondé son royaume de Cologne, et des conquêtes faites par Clovis contre les Thuringiens en 491. Des terres beaucoup plus germaniques pour le coup, où la présence romaine a soit disparu depuis longtemps, soit n'a jamais existé. Alors, Théodoric Ier est sans doute l'homme de la situation, le mieux équipé culturellement pour gérer cette partie du regnum, étant l'héritier de Clovis le plus militairement accompli et aussi le fils d'une princesse rhénane, si vous vous souvenez, venant de cette région. Mais le véritable défi pour notre roi n'est pas d'entretenir le particularisme germanique de son royaume. Pas du tout, c'est plutôt l'inverse en fait. Pour le fourbe, la question, c'est comment amener un peu de romanité dans ce phare est germanique un peu sauvage et bordélique et transformer cette terre en une source de profit à hauteur de sa taille et de sa population. Et c'est exactement la tâche que Théodoric va prendre à bras le corps, en établissant son pouvoir sur un royaume à construire de toutes pièces, que ce soit en rebâtissant les infrastructures et les cités romaines ruinées depuis les débuts des troubles en 406, comme l'ex-capitale de Trèves, presque à l'abandon, ou Metz, brûlée par Attila en 451, ou en tentant de mettre sur pied un État romain sur des terres qui n'ont jamais connu cette civilisation. Bon, Xavier, je pense que tu as trop lu Grégoire et que tu commences à exagérer un peu. Je ne pense pas qu'on va transformer la Germanie profonde en pays romain. On n'est plus sous Auguste. Par contre, essayer d'unifier un minimum l'administration et le fonctionnement du pays, ça peut-être. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment un cadeau qu'on lui a donné à Théodoric. Je dirais même que c'est un beau challenge que de manager et développer ces deux territoires si différents afin d'en faire un pays fonctionnel qui lui obéisse et qui lui rapporte des solidis. D'où l'importance, j'imagine, d'avoir une véritable administration pour faire fonctionner tout le bousin. Parce que même si on n'en a pas beaucoup parlé, il y a bien une administration chez les Mérovingiens, non ? En se basant sur les travaux des historiens récents, il faut bien se mettre en tête que les royaumes mérovingiens vont totalement recycler et relancer une administration issue du monde romain pour gérer leur propre État. Rien n'est plus faux que d'imaginer le regnum francorum comme un retour à l'état sauvage de peuples vivant dans les bois, ce qui n'était de toute façon pas la réalité des Germains libres. Premier élément de l'administration du royaume, le palais royal évidemment. Alors attention, là aussi, il ne faut pas s'imaginer un château fort en pierre, une construction qui n'apparaîtra que dans plusieurs siècles. Non, le palais doit se comprendre dans ce contexte comme l'administration royale qui entoure Théodoric et ses petits frères pour piloter leurs royaumes respectifs, sans qu'on fasse référence obligatoirement à un lieu physique. Un palais mérovingien se caractérise par la conservation d'un gros trésor, puisque c'est toujours là l'élément fort du pouvoir du seigneur de guerre, qui lui permet d'étaler sa puissance aux yeux de tous et de récompenser ses fidèles. Mais aussi par une petite chancellerie, une suite limitée de fonctionnaires attachés à son service et à celui de l'État. Les secrétaires, les chambellans et le fameux maire du palais, qui n'est qu'un intendant à ce stade et rien d'autre. Et peut-être le plus important, le référendaire, qui contrôle le sceau royal et qui gère la production des édits. Des fonctions nées directement sous l'Empire romain et qui sont donc recyclées dans le monde mérovingien. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot de capitale avec Reims pour Théodoric, un point central qui concentre les quelques hommes clés du régime pour le roi et qui pilote pour lui la collection des taxes et la production des textes législatifs.
des hommes probablement tous gallo-romains de base, maîtrisant l'écrit et le droit, et qui doivent devenir, à côté des chefs militaires plutôt francs pur jus, le nouveau cercle du pouvoir royal. Combien de temps Théodoric va-t-il passer à organiser son administration à Reims ou dans les parages? Impossible à dire. Mais on peut quand même parier que ça a dû prendre pas mal de temps et d'investissement, et que ça devait être une top priorité pour que son héritage ne lui file pas entre les doigts. Vu que sans argent et sans ressources, impossible de l'imaginer capable de maintenir et de satisfaire son armée de Leudes, qui reste sa vraie source de pouvoir. Et donc d'avoir une machine fiscale et administrative en état de marche devait forcément être la priorité. Mais une petite chancellerie ne peut pas être le seul rouage administratif de son nouveau royaume, non? Évidemment, pour ce qui est des terres gallo-romaines et donc de l'Auvergne dans le cas de Théodoric, pas de mystère de ce côté-là. Comme on l'a dit, la gestion opérationnelle des cités et du territoire dépend principalement des élites locales, avec les conseils municipaux, les curiats, pilotés par des aristocrates comme à Paris avec Sainte-Geneviève, si vous vous souvenez, et bien évidemment les évêques, des hommes qui ont littéralement pris le contrôle de toute la vie urbaine et de son territoire, de la justice jusqu'à l'aide sociale, en passant par la maintenance des murailles jusqu'au prélèvement de la plupart des taxes depuis le IVe siècle. Une organisation locale qui fonctionne bien, tant qu'on laisse ces hommes gérer tranquillement leurs affaires et être les vrais patrons chez eux. Un mécanisme que Clovis a renforcé avec le concile de 511, où l'alliance avec les évêques et leur soumission a été achetée au prix de la garantie de leurs privilèges. Mais il y a tout de même une petite subtilité qui va vite s'insérer dans ce système de partage des pouvoirs sur le territoire entre palais royal et notables locaux. Car les Mérovingiens vont tout de même essayer de prendre le contrôle progressif de ce système hyper décentralisé grâce au comes. Alors, on a déjà entendu ce nom. Comes est le mot latin pour compagnon, ancien titre honorifique issu de la vieille République et donné des siècles plus tard par l'empereur à ses proches collaborateurs, comme Sylvain avant sa rébellion en 355 ou Arbogast, et un nom qui se transformera dans le titre de comte en français courant. Ce sont les hommes du roi, envoyés par lui pour superviser chaque cité et chaque région du royaume. Les comes au début du VIe siècle représentent l'autorité centrale auprès des cités. Ces hommes sont normalement détenteurs de pouvoirs délégués par le souverain en matière fiscale et judiciaire. Des fonctionnaires royaux en quelque sorte, qui, même s'ils viennent souvent de l'aristocratie locale, ont choisi de servir le maître du pays. Étant les yeux et les bras du roi sur le terrain, ils commandent une petite troupe d'ailleurs et détiennent donc une partie du pouvoir exécutif sur les cités, où ils sont nommés, en partenariat avec les évêques donc, plus naturellement choisis par les puissants de leur propre territoire. Et ce double système va d'ailleurs être plus ou moins dupliqué sur les terres germaniques de Théodoric, mais avec quelques différences. Pour les évêques, on va déjà devoir en importer pas mal de Gaules pour évangéliser ces terres et participer à la reconstruction d'un État sur les bords du Rhin. Et pour ce qui est du représentant de l'autorité centrale, la loi salique applicable à la partie nord du royaume met en avant un nouveau personnage, qu'on appelle Graphion, un homme au titre purement germanique, lui, et qui devient le représentant royal pour les territoires du Nord, avec un rôle quasiment identique à celui de comes pour les territoires du Sud. Graphion ou comes, c'est dans les deux cas un représentant personnel du roi qui doit s'assurer que tout marche bien sur le terrain. Que ce soit la surveillance d'éventuels rebelles ou la collecte des frédus, la part des vergels qui reviennent au souverain, si je comprends bien. Donc, tout sauf un troufion. Et pas trop de mystère derrière. Cette administration régionale, au nom du pouvoir central, vient en droite ligne de l'Empire romain et va perdurer dans le temps. Même jusqu'à ce jour, si on y regarde bien d'ailleurs, avec nos élus locaux, municipaux ou régionaux, travaillant sur le terrain avec l'autorité préfectorale dépendant directement du gouvernement à Paris. Comme quoi, rien ne change vraiment dans la vie. C'est comme ça que le monde mérovingien va fonctionner pendant les premières décennies. Un pouvoir central avec peu de fonctionnaires, contrôlant seulement les aspects principaux du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, les finances et la loi. Et des pouvoirs locaux pilotés par les aristocrates de chaque ville et de chaque région qui conservent leur autorité et leur richesse en local.
mais avec une supervision progressive du roi au travers des commesses et des graffions qu'ils nomment chez eux. Et ce mécanisme va donner des résultats sur le terrain. En tout cas, tant qu'on a affaire à des évêques et des commesses assez honnêtes et fidèles pour ne pas utiliser la distance avec le pouvoir central afin de mener des activités séditieuses. Ce qui, malheureusement, va arriver plus souvent qu'on ne le pense, et à commencer par l'Auvergne. Grégoire n'est pas très clair sur l'affaire, et son texte semble mélanger les événements de 2 années différentes. Mais à un certain point, entre 515 et 523, voire 2 fois d'affilée, Théodoric doit faire face à 1 ou 2 rébellions en Auvergne, soutenues en sous-main par les Wisigoths. Les vieux ennemis du Sud, en tout cas des Auvergnats fidèles au pouvoir wisigothique, ont commencé à fomenter des troubles dans la région conquise en 508, remettant même les cités de Rodez et d'Albi sous le contrôle du royaume honni du Sud. Une situation hyper volatile donc, qui apparemment commence à faire tache d'huile, au point que l'évêque pro-Théodoric de Clermont est renversé et remplacé par un homme lié aux Wisigoths, ancien commandant des troupes auvergnates dans l'armée d'Alaric à la bataille de Vouillé. Un défi terrible pour le roi des Francs, sachant le rôle critique que jouent les évêques, et particulièrement dans ce qui est déjà la capitale de cette partie du royaume. Mais un défi que Théodoric va relever sur le champ, même si les sources à ce sujet sont minuscules. Apparemment, le roi des Francs ramène Dardare des troupes du Nord et reprend dans ces années-là le contrôle de la région 1 ou 2 fois donc. Sans coup férir d'ailleurs, de simples promenades militaires, vu que les Wisigoths, encore meurtris par la guerre de 507 et les problèmes politiques internes, ne vont pas s'en mêler finalement et vont abandonner les Auvergnats à leur triste sort. C'est-à-dire celui de subir une petite expédition punitive facile pour Théodoric, qui tout en faisant sans doute payer les pires traites, peut imposer le retour de son évêque et la nomination d'un nouveau commesse, un aristocrate gallo-romain ultra fidèle cette fois. Je comprends mieux maintenant pourquoi Théodoric n'est pas allé aider à repousser les Vikings à la mer. Il devait avoir plusieurs gens sur les bras, avec le Sud autour de 515, ou en 523. En tout cas, on devine cette histoire que parce que Grégoire était auvergnat. On peut imaginer sans problème que le Fourbe a dû avoir une décennie de stabilisation avec d'autres enflammables semblables dans les régions durant toute cette décennie. Une situation hyper volatile qui l'a probablement incité à rester sur le qui-vive en mode maintien de l'ordre, au lieu de se lancer dans les opérations extérieures pendant une dizaine d'années. Et d'une certaine manière, il a eu du bol, ton Théodoric, qu'aucun roi ou prince étranger n'ait profité de l'instabilité des débuts pour venir lui chier dans les bottes, si je comprends bien. Alors il faut éviter de surinterpréter des sources qui se caractérisent par leur maigreur. Mais oui, probablement, pas de grande catastrophe pour Théodoric le Fourbe, pas de nouvelle guerre géante contre un royaume redoutable durant la décennie 511-523, pendant que ses petits frères grandissent avec leur maman Crodéchilde. Pas de grande bataille, sinon l'invasion repoussée des Danois. Une décennie plutôt tranquille sur le front extérieur donc. Mais ça ne veut pas dire que le roi s'est tourné les pouces pour autant. Car Théodoric le Fourbe n'a pas perdu de vue ses priorités. Et à la faveur de cette ou de ces campagnes de pacification de l'Auvergne, il va pouvoir ramener dans son royaume de Reims quelque chose de plus précieux que du butin ou des soldats. Le Fourbe emporte vers le nord des hommes avec lui. Des jeunes gens arrachés aux meilleures familles auvergnates une fois la campagne de pacification terminée et ramenés vers Reims, Trèves ou Cologne. Alors, le premier objectif de la manœuvre était bien sûr de s'assurer que tout le monde file droit cette fois et obéisse à son commesse comme à son évêque. Théodoric ne voulait sûrement pas de nouvelles entourloupes une fois qu'il aurait tourné le dos et a exigé que les nobles fassent tourner la région fidèlement en son absence. Et des otages, pour employer un mot désagréable mais réaliste, est exactement ce que le Fourbe s'est acheté avec cette manœuvre. Mais le roi avait un autre objectif qu'on devine à la lecture des textes, une autre idée. Le roi n'a pas déporté n'importe qui vers le nord. Il n'a pas pris de simples gueux sans talent et sans instruction. Non, il a fait venir des lettrés, de jeunes aristocrates éduqués qu'il va pouvoir mettre au travail dans son palais. Car Théodoric voulait en priorité romaniser cette part de royaume à moitié sauvage qu'on lui avait donnée.
Selon le texte de Grégoire, et je le cite à nouveau, il amena un grand nombre de clercs arvernes à Trèves pour y faire le service divin. Et derrière cette formule, n'imaginez pas qu'il les a laissés dans un monastère à s'entraîner au chant grégorien. Non, Théodoric va leur confier le job le plus difficile, le plus ingrat, dont personne à l'Ouest ne veut. Un job que seuls des prisonniers de guerre doivent accepter. Celui de l'aider à mettre au carré une région rebelle et sauvage qui a besoin de romanisation express et d'évangélisation de choc. Théodoric, que ces mêmes Arvernes appelaient d'ailleurs la Fourme. Est vexé par ce surnom, mais probablement au travail, ces hommes cultivés dans son administration, dans ses évêchés, dans ses cités. Des prisonniers qui n'ont pas d'autre choix que de l'aider à imposer la structure administrative et fiscale, comme la foi chrétienne, parmi ces sauvages du Nord. Et c'est à mon avis un des petits non-dits de l'histoire de cette déportation. D'ailleurs, l'un de ces jeunes va rester dans l'histoire, un certain Gall ou Gallus en latin, déclaré saint quelques décennies plus tard, après avoir fini sa vie comme évêque de Clermont. Un de ces jeunes aristocrates envoyés comme otages en Germanie, dont les jeunes années nous sont rapportées par son propre neveu, Grégoire de Tours lui-même. Un gamin, arraché à sa famille et envoyé de force à Cologne, au contact des populations du Nouveau Monde que Théodoric veut mettre au pas. Une région où notre Gallus va se faire remarquer et dont la petite histoire cache sans doute un mouvement beaucoup plus large en cours durant cette décennie. Comme le raconte Grégoire, le jeune aristocrate emmené de force en Germanie décide un beau matin de débarquer dans un temple païen consacré à un dieu guérisseur local de la région de Cologne donc. Un endroit littéralement maudit pour le jeune Arverne, rempli d'idoles et de pratiques horribles d'invocation d'esprit qui doit probablement le rendre foudrage, alors qu'il est coincé dans ce trou suite à son exil forcé. Pour notre jeune Auvergnat, prisonnier de guerre ou non, il y a plus urgent à faire que de prêcher la bonne parole ou de tendre la joue gauche ce matin-là devant une telle abomination. Gallus débarque dans le temple avec une torche à la main et apparemment, sans trop se poser de questions, devant les fidèles médusés, il met le feu au sanctuaire. Littéralement, un incendie volontaire sous le regard interloqué des autochtones. C'est le genre d'acte qui vous assure le martyre généralement, vu que les habitants du coin, une fois passé la stupéfaction, dégainent les haches et tentent de le massacrer sur place. Mais Gallus va s'en sortir contre toute attente. Courageux, mais pas téméraire, en se disant probablement que la canonisation peut attendre, le jeune homme réussit à échapper à la foule en rage et à déguerpir jusqu'au palais de Théodoric, à quelques pas de là. Un roi bien heureux de lui sauver la mise, évidemment, en s'interposant avec les furieux de son propre peuple qui crient au sacrilège. Mais le roi va décider de sauver la peau du jeune homme, un peu trop motivé, en mettant sans doute l'épisode sur le compte du zèle extrême de l'Auvergnat. Mais ne vous y trompez pas. Théodoric peut jouer à l'innocent autant qu'il veut devant ses sujets foudrages à cause de cette profanation. Il peut même prétendre que ces jeunes farfelus d'Auvergne exagèrent avec leurs idées révolutionnaires. La vérité, c'est que Gallus et tous les autres ont joué exactement le rôle qu'il avait pour eux, à savoir d'amener pas à pas ces Germains à accepter le nouveau monde structuré, policé et pieux des Francs gallo-romains. Par la contrainte, par la violence, par la prédication ou les incitations financières, tous ces hommes vont peu à peu l'aider à mettre en place un moule romain sur les hommes du coin. Alors soyons honnêtes, les Mérovingiens n'ont jamais eu et n'auront jamais la prétention d'imposer un modèle culturel unique à la romaine à travers leur empire décentralisé. On en restera toujours à de grosses particularités locales entre le nord et le sud, entre les terres purement germaniques et les terres gallo-romaines. L'époque n'est plus à la civilisation unificatrice venue de Rome. Mais peu à peu, il a quand même bien fallu aligner à un minimum ces territoires, par la religion notamment, et progressivement aussi par l'organisation politique et administrative, histoire que le tissu du regnum ne se déchire pas tout le temps, ni par excès de centralisation, et ni à l'inverse, par trop de particularisme. Un juste milieu donc, et un magnifique exemple du pragmatisme politique des Mérovingiens dont on n'a pas fini de reparler. Tant mieux si certains casse-cou comme Gallus ont réussi à sauver leur peau au final. Et tant pis pour ceux qui ont effectivement reçu le martyre
comme on peut le supposer d'un certain nombre. Au final, le plan de Théodoric le Fourbe était de faire rentrer les terres de l'Est dans son royaume franco-romain, à coups de hache ou à coups de torche. Un roi dont on va encore beaucoup reparler, comme de son surnom. On s'étonne souvent que Théodoric, à la différence des autres souverains mérovingiens, avant et après lui, a passé au moins 15 ans à n'attaquer aucun royaume voisin. Ce qui est effectivement une bizarrerie, d'autant qu'il va bien se rattraper comme roi pillard et agressif sur la fin de sa vie. Mais personnellement, je me dis que ce n'est peut-être pas l'envie qui devait lui manquer en début de règne, juste la possibilité. Le gars avait dû certainement se faire un peu rouler dans le partage en récupérant le plus gros morceau de territoire, ok, mais aussi le plus compliqué. Le plus probable, c'est qu'il ait mis à profit ce temps pour transformer un minimum ses territoires en un état un peu fonctionnel et surtout à monter une machine de guerre barbaro-romaine bien huilée. En tout cas, une bonne dizaine d'années. Ce qui tombe bien, puisque c'est pile le moment où ces trois frérots sortent de l'enfance pour eux aussi commencer à se faire un nom. Prêts pour le nouveau grand bain de sang du VIe siècle ? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.